quel plaisir d'être avec toi, finalement. Ouais. On ne savait pas trop si on allait dire toi ou vous, hein, mais on va y aller simplement. Alors, avec Michael, d'abord, merci d'être là en si grand nombre. Ça témoigne de la pertinence du sujet, de l'intérêt, puis de votre curiosité envers un parcours exceptionnel, celui de Michael Morin. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation, Ça fait plaisir. accepté de te prêter au jeu. Mhm. Aujourd'hui, vous allez découvrir une personne vraiment exceptionnelle qui a un parcours unique. Et puis, je me lance avec mes questions pour toi. D'abord, tu es un diplômé de l'Université Laval, au baccalauréat en biochimie et au baccalauréat en physiothérapie. Et ce que je remarque, entre autres, là, écoutez-moi bien, ces deux diplômes-là en un an d'écart. Donc, il y a eu beaucoup de travail, Oui, intensément. effectivement. Je suis rentré à l'Université Laval en 2004, justement en biochimie. J'avais un intérêt pour les sciences pures, apprendre. J'ai toujours aimé apprendre, aimé à pousser mes connaissances plus loin, essayer de comprendre. J'ai fait mes 2 premières années justement au baccalauréat en biochimie. Puis après ma 2e année, je faisais de la recherche sur le cancer, justement, à ce niveau-là. Puis j'ai été accepté en même temps en physiothérapie au cours de l'été. Euh, mais je trouvais qu'il me manquait un aspect humain dans tout cet aspect-là. Ce qui a fait en sorte que j'ai fait une demande à mes 2 directions de programme, soit en biochimie et en physiothérapie. Je pense que c'est la première fois qu'ils recevaient une demande de la sorte, de pouvoir continuer mon cheminement régulier en biochimie tout en débutant en continuant mon parcours en physiothérapie. Ça a été accepté. Ça faisait ma première session de peut-être 21 crédits. C'était très, très, très chargé. J'avais des cours en même temps. J'étais chanceux parce que mes colocs pouvaient aller au cours et me raconter le soir pour que je puisse arriver. Et finalement, c'est ça. Après, j'ai réussi à graduer en 2008 en biochimie et en 2009 en physiothérapie pour avoir les 2 diplômes. Bravo, bravo. Comment c'était l'université pour toi en 2008, en 2009, pendant tes études? Ben, comme aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a toujours aimé s'impliquer. J'aime ça avoir des projets, des idées, créer. Ça veut dire que j'étais le président aussi de mes 2 bacs. Ça veut dire autant en biochimie qu'en physiothérapie en 2008. Ça veut dire que oui, des projets, on en avait plein la tête. J'ai plusieurs bons souvenirs, des belles connaissances que j'ai faites, puis un excellent réseau de contacts qui aujourd'hui me sert encore. Puis ça me permet justement de poursuivre plein de projets, dont la clinique du PEPS à partir de ça. Vous ne faisiez pas de party hein, dans ce temps-là? Je taquine. Je pense que c'est un moment important dans la vie étudiante d'avoir Je suis des impliqué à ce rencontres. niveau-là aussi. Ouais, c'est ça. Oui, j'imagine. Un autre élément qui est fascinant dans le parcours de Michael, c'est que alors qu'il était étudiant à l'Université Laval, il a aussi été bénévole à l'Institut du Dr. Patch Adams aux États-Unis. Je ne suis pas sûre que je vais le prononcer comme il faut, mais c'est la Gesundheit. C'est la Gesundheit Je ne l'avais Institute. pas pantoute. La C'est en allemand, Gesundheit c'est pas facile. Institute, merci. Et je vais arrêter là. Après, je reviendrai avec d'autres expériences que tu as eues pendant tes études. Mais peut-être pour les plus jeunes ici, parce que les plus âgés, on connaît le docteur Patch Adams, mais les plus jeunes, c'est qui cette personne-là? Ben, le docteur Patch Adams a été connu beaucoup dans les années 98, je crois que le film est sorti, avec le film de Robin Williams, qui a été un film marquant pour plusieurs personnes qui aiment beaucoup le cinéma. Euh, Puis ça m'a marqué, moi particulièrement, j'étais au secondaire. Quand ce film-là est sorti, le docteur Patch Adams, c'est un médecin des États-Unis qui, lui, a une approche très humaniste, qui aime ça développer des relations très proches avec ses patients. Puis utilise beaucoup l'humour, le jeu dans toute sa pratique et veut, vous savez, aux États-Unis, le système est privatisé au niveau médical. Puis lui voulait rendre un service, un peu comme on a au Québec, un service gratuit, un service plus communautaire, plus humanitaire. Ça veut dire que toute son histoire a été mise en film, justement, avec Robin Williams, qui nous a quittés aujourd'hui, mais qui a été un très, très grand succès et a marqué une génération, dont moi. Puis ce qui m'a poussé à aller justement en santé, je me suis toujours dit,
j'aimerais ça d'avoir une influence comme lui peut avoir dans la société. Puis dans ma pratique de tous les jours, pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime bien mettre une petite touche d'humour ou de travailler avec les athlètes ou avec les gens avec qui je travaille pour s'assurer d'avoir du plaisir au travail puis que les gens soient passionnés comme Patch Adams pouvait l'être. Oui, puis j'ai compris tout à l'heure, à travers l'échange qu'on a eu, que tu as gardé des liens avec la famille. Puis, parce que je posais la question, est-ce qu'il est toujours en vie? Et puis, tu me parlais un peu de sa condition, mais ça n'a pas été une passion temporaire. C'est une inspiration pour toi qui dure encore. Effectivement, ce qui était le fun quand on allait justement à la Gesundheit Institute, c'est qu'il y avait des gens de partout dans le monde, des médecins, des physiothérapeutes, des infirmières qui venaient faire des écoles ils appelaient ça le Design de Society, c'est qu'ils essayaient de bâtir une société ou un système médical qui était exemplaire partout dans le monde avec des idées qui venaient de l'Europe, de l'Asie, etc. On pouvait se ramasser des fois à 40 autour d'une table puis discuter de plein de choses. Ça veut dire que toutes ces relations-là, je les ai encore. J'ai encore plein d'amis d'un peu partout dans le monde que des fois, quand on part en voyage, on va les rejoindre, on les croise, on se texte, puis c'est un réseau puis c'est surtout des valeurs communes qui sont répandues un peu partout au niveau de la planète qui sont vraiment intéressantes, qui me permet des fois, quand j'ai besoin d'avoir une information, ben, je peux leur écrire, garder ces relations-là encore bien vivantes. Rappelez-vous de ça. On va y revenir un peu plus loin. Il y a eu aussi les voyages humanitaires au Pérou, au Mali. C'est quand même aussi des expériences qui ont été vécues pendant les études ou Oui, dans le fond, ma première été, quand je suis allé chez Patch Adams, justement aux États-Unis, pendant 2 mois, à la fin de mon parcours là-bas, je me suis fait plusieurs relations, dont le bras droit de Patch Adams, Dr. Glick, qui est décédé aujourd'hui, qu'on avait une super bonne relation, puis lui m'avait demandé si je voulais participer à un voyage humanitaire avec Patch Adams, puis tout son groupe. On était 80, qu'on est allé dans un des quartiers les plus pauvres au Pérou, le quartier de Belén, où est-ce qu'on faisait de l'aide humanitaire, qu'on aidait à éduquer souvent les adolescents, les jeunes enfants envers plusieurs de problèmes de société. Puis on allait dans les hôpitaux aussi pour aider à ce niveau-là, dans ces quartiers-là. Puis l'année d'après, avec la faculté de médecine, j'avais fait les démarches pour faire le profil international, ce qui m'a permis d'aller 3 mois au Mali, dans le fond, à Iquitos, un petit, pas Iquitos, excusez-moi, à Kadiolo, un petit village à 8 heures de la capitale Bamako, dans le fond, en autobus, qui est vraiment dans la savane. On parle de pas d'aqueduc, un fil d'électricité qui fait 800 km, un fil de téléphone, ça veut dire dès qu'il pleut, il n'y a plus d'électricité. On revient aux valeurs de base, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça a été très éducatif pendant 3 mois. J'ai rencontré des gens avec des valeurs familiales incroyables, un esprit de communauté. Beaucoup de choses à travailler au niveau du système de santé, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais au niveau de tout ce que j'ai pu vivre là-bas, c'était vraiment incroyable. J'en retiens, tu sais, maintenant quand je rencontre des gens qui viennent de ces pays-là, la culture, toute l'importance des valeurs familiales, etc., c'est vraiment intéressant. Puis ça me permet d'avoir des bons contacts avec eux puis de créer des relations plus de proximité, ce qui est super important dans mon travail. on va revenir sur comment ces expériences-là ont influencé le modèle de clinique, puis la pratique médicale à la clinique. On va revenir là-dessus, mais avant, on va faire un petit crochet, notamment vers les expériences d'accompagnement d'équipes de très haut niveau dans les plus hautes compétitions. Alors, je pense qu'on a une vidéo à projeter où on va voir quelques images des Jeux olympiques de Paris. C'était, ça vient juste d'arriver, là. C'est encore, c'est à peine revenu. J'imagine qu'on revient jamais totalement d'une expérience pareille. C'était des grands jeux. Tu les as vécus de l'intérieur avec une intensité particulière parce que tu y étais en tant que
physiothérapeute pour la délégation canadienne des Jeux olympiques. Là, vous pouvez vous imaginer, là, faites-vous juste une idée. Pensez à ça, là. À peu près tous les physiothérapeutes du pays voudraient un jour avoir cette expérience-là. Michael l'a vécu, puis c'était une grande, grande fierté pour l'université quand on a appris ça. Moi, je me souviens, on m'a appelé tout de suite, Sophie, tu sais pas quoi, etc. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'admiration pour nos athlètes. On est chanceux d'avoir une avec nous aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres dans la salle. Mais aussi, et puis on est toujours très fiers d'eux, mais on est aussi très fiers de nos professionnels, les personnes à l'université qui développent ce talent-là, puis qui atteignent des niveaux très élevés de pratique. Alors, raconte-nous, fais-nous vivre un peu Paris, là, c'était comment, on arrive là, on est traité comment, puis il y a plein d'équipes médicales, j'imagine, puis en tout cas, raconte-nous ça, là. Ouais, j'ai pas assez de temps, mais bon. Euh, on va essayer de résumer grossièrement la situation. Je pense que je retiens un mot de votre dernier discours, c'est intense. Arriver là-bas, c'est très gros, c'est une grosse organisation incluant plusieurs organisations, tous les pays sur place. Nous, dans le fond, j'étais arrivé 10 jours avant que les Jeux commencent. Parce qu'il faut comprendre que vous, à la télé, vous voyez la cérémonie d'ouverture, puis le lendemain, ça commence. Mais les athlètes sont souvent là arrivés des fois 6, 7 jours, même 10 jours avant pour s'acclimater. Des fois, la température, il faisait très, très chaud. Après ça, le décalage horaire, s'habituer au parcours, etc. Ça veut dire que nous, on est arrivés, on a eu une journée d'adaptation où on a marché à peu près 18 km en sandales dans Paris pour apprendre ce qui n'était pas super pour ma condition physique. Où étaient les Un peu différents tout, plateaux, etc. c'est ça. Puis le lendemain, ben, ça commence. Ça veut dire qu'on s'en va sur les sites, on commence à voir les protocoles, parce qu'à chaque fois, ce que vous doutez, en tout cas en santé, si on est dans la province de Québec, ça marche d'une façon, mais si on va en Ontario, c'est différent. Ça veut dire que quand on change de pays, ça peut être différent de pays en pays. Puis quand on rassemble plusieurs pays qui essaient de s'entendre sur un protocole, c'est pas toujours simple. Ça veut dire que ça fait beaucoup de réunions, beaucoup de protocoles, beaucoup de façons de faire, beaucoup d'adaptation. Le mot-clé, je pense, c'est adaptation et intensité. Ça veut dire qu'on essaie de s'adapter à chacun. Puis aussi, moi, je suis habitué de travailler avec les athlètes de Rouge et Or, mais c'est des athlètes que je vois tous les jours, que je vois rentrer comme recrues, puis je les vois grandir pendant des fois 5 ans. Ça veut dire que j'ai une relation, c'est ma famille, c'est facile, de proximité. Ouais. Mais quand vous arrivez aux Olympiques avec des athlètes, c'est des athlètes que vous n'avez jamais vus, à part peut-être dans un magazine ou à la télé. Ça veut dire que c'est différent, il faut s'adapter. Eux, il faut qu'ils s'adaptent à vous, puis nous aussi, il faut s'adapter à eux, parce qu'on ne veut pas nuire, on veut les aider dans leur performance, mais on ne veut pas être trop là, on va être assez là. Juste Ça veut dire assez. qu'il faut Puis il n'y toujours a pas trouver. toujours la langue. Il n'y a pas toujours la langue. Est-ce qu'il y a des interprètes? Comment ça se passe? Ben, nous, on s'occupe seulement des athlètes canadiens. Ça veut OK. dire qu'on parle OK. majoritairement Ouais. en Alors, anglais, c'est ouais. mais il y a beaucoup de francophones, on peut en parler peut-être à Aurélie, mais qui aiment ça retrouver leur langue française quand ils arrivent dans des périodes de stress, des périodes d'intensité Ouais. comme ça. Ça veut dire qu'on est capable de trouver un certain équilibre à ce niveau-là, puis des mettre confortables pour qu'eux arrivent à leur pic à leur sommet de performance quand le moment est venu. Ça veut dire que c'est toute cette énergie-là qu'il faut mettre en synergie puis faire en sorte de performer. Pour le site, ben, on ne se le cachera pas, la majorité d'entre vous l'ont peut-être écouté. Paris était incroyable. Il y avait mobilisé des sites historiques. On aime voyager, aller là-bas, mais en plus, on avait toutes les émotions, les foules. Ça va être difficile à battre. Pour vrai, c'était vraiment un modèle qui était très bien pensé. Il y avait travaillé sur le système de transport en commun. Il y avait une vision beaucoup d'environnement durable aussi à ce Ouais. niveau-là. Ouais. Ça veut dire que les fontaines d'eau, etc. C'était très, très bien fignolé. Il y avait des bonnes philosophies. Ils savaient bien s'adapter au niveau de la nourriture, etc. Ça veut dire que je reviens avec beaucoup de bons souvenirs et peu de critiques, si on peut dire. Puis nos athlètes, il faut le dire, le Canada a obtenu sa meilleure récolte de médailles pour les Jeux olympiques non boycottés. Ça veut dire que tout le monde était là. Ouais. Et c'est quand même pas rien. Alors, tu as certainement contribué à ce succès-là, parce que j'imagine les athlètes, des fois, ils arrivent, puis il y a un petit pépin, hein? Ça se passe pas toujours comme ils souhaiteraient.
c'est là que vous faites une différence dans leur performance puis dans l'accompagnement? Oui, effectivement. Dans le fond, mon rôle là-bas, c'était de suivre ce qu'on appelle des équipes un peu plus orphelines. Ça veut dire que, dans le fond, comment ça marche aux Olympiques quand on veut y aller? C'est que selon le nombre de qualifications, par exemple, comment ça marche? C'est que tu as le Comité olympique canadien, puis tu as les différents sports. Tu as Natation Canada, Volleyball Canada, etc. Puis, dépendamment s'il y a une équipe qui se qualifie, ben, disons qu'ils sont 20 à y aller d'être qualifiés, ben, on doit d'apporter, ils ont des accréditations pour apporter du staff, dans le fond, au niveau des entraîneurs, directeur général, préparateur mental, équipe médicale, etc. Mais des sports plus orphelins, par exemple, moi, je m'occupais de la planche à roulettes, du skateboard, du canot-kayak, du golf. Mais souvent, c'est 2, 3 athlètes. Ça veut dire qu'eux, ils amènent leur entraîneur, mais ils n'ont pas le suivi médical à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est là que nous, on était 3 physiothérapeutes qui s'occupaient, qui se partageaient les différents sports orphelins, puis on pouvait aller aider ces athlètes-là. Puis quand on allait, dans le fond, on allait sur les sites durant la journée. Puis après, quand on avait du temps de libre, on venait au village olympique où est-ce qu'on couvrait il y a une clinique, dans le fond, dans la tour canadienne. Puis il y a la clinique vire 24 heures sur 24. Ah oui, Ouais. OK. Ça veut dire il y a tout le temps un médecin sur place, Disponible. disponible. Puis les thérapies commencent à 7 heures le matin, finissent à 11 heures, minuit le soir, dépendamment des demandes. Ça veut dire que, exemple, on parlait de water polo tout à Oui, l'heure, oui. ben, j'ai une athlète de water polo qui avait besoin de certaines compétences que moi j'avais, que son thérapeute n'avait pas, ben moi je pouvais aider d'autres sports aussi. Ça veut dire que j'aidais dépendamment des demandes pour faire en sorte d'aider les athlètes, de les amener à leur sommet au bon moment pour qu'ils performent au maximum. Là, j'ai compris qu'il y avait quand même un petit peu de temps pour regarder des matchs, notamment la finale de volleyball féminin qui était très attendue. Oui, vraiment. C'est des Ouais. longues journées, mais dès que j'avais un petit 2 heures de repos, ben, je me reposais pas, j'allais T'en en profiter. profitais. Ça veut dire que- Tu as travaillé avec des athlètes de haut niveau lors de plusieurs championnats mondiaux et avec Hockey Canada. On peut penser à Connor McDavid, par exemple. Et comment on arrive à gravir ces échelons-là puis faire sa place en tant que physiothérapeute au sein de grands programmes sportifs nationaux? Euh, ben, il faut commencer comme dans tout, peu importe le domaine, il faut commencer en bas de l'échelle, je pense. Il faut premièrement travailler fort, s'impliquer. Puis comme je dis souvent à plusieurs étudiants, fais ce que tu aimes. Il faut vraiment que tu aimes. Tu fais ce que tu aimes, ben, tu ne comptes pas tes heures, tu t'impliques, tu aimes ça, puis tu peux te développer à ce niveau-là. Puis c'est une énergie puis une passion qui se transmet facilement. Ça veut dire que les athlètes apprécient d'être avec toi, les entraîneurs apprécient de développer une relation de proximité. On parlait de Patch Adams, toute la relation vraiment proche que j'essaie de développer. Ben, ce que j'ai appris là, je pense que j'essaie de le mettre en pratique à travers le monde du sport, qui est un monde des fois à travers des égos, la performance, le stress. Ben, quand les gens sont capables d'avoir une ressource à l'interne où est-ce qu'on va avoir des relations de confiance, avoir des relations où est-ce qu'on peut se détendre, être moins stressé face à une compétition, ben, je pense que ça l'amène un plus à ce niveau-là. Puis, ben, quand j'ai commencé avec des équipes. Je faisais beaucoup d'heures, des fois du bénévolat aussi à ce niveau-là, m'impliquer. Puis après ça, je passais par l'équipe Québec. Puis là, après ça, à l'équipe Québec, qui est arrivé certains cas, je pense que j'ai fait un bon travail. Puis là, ben, on a gagné en 2012 la Coupe Memorial à Shawinigan. Puis j'étais le directeur médical là-bas. Ça veut dire que là, ben, en discutant, en rencontrant des gens, ils font: Ah, ben, je vais t'inviter à Toronto l'année d'après. Là, on va à Toronto, on rencontre d'autres gens. Puis là, ben, ainsi de suite. Ça fait boule de neige. Puis il y a un peu de chance aussi. Je n'avais pas choisi d'avoir Connor McDavid dans mon équipe, mais Connor McDavid, juste pour vous dire, en 2013, j'ai reçu un téléphone, j'étais à Rouyn-Noranda avec les Cataractes de Shawinigan. Puis là, ils disent: Ah, on voit que vous allez vous faire éliminer probablement ce soir. Si ça te tente, on part à Sochi en Russie dans 2 semaines. Tu viens-tu? Là, j'étais comme, je vais en parler à ma conjointe, attendez un petit peu. Mais je vous rappelle d'ici 24 heures. Mais c'est un gros stress. Puis là, ben, finalement, on est allé. J'ai accepté, j'ai dit, je vais y aller. Tu sais, on testait le site olympique des Jeux de Sochi qui avait en 2014. Quand même. Je suis le premier à avoir rentré dans l'aréna que les équipes canadiennes ont gagné. Moi puis le gars d'équipement, dans le fond. Puis, dans le fond, l'aréna venait finir d'être bâtie. Il était encore en train de faire Wow. le J-Proc quand on est rentré. Là. Tu sais, ça veut dire qu'on a testé un peu le site qui était en construction. Puis, justement, dans notre équipe, on avait 12 attaquants. Puis le 13e, le spare, c'était Connor McDavid qui avait 15 ans. Puis c'est les moins de 18 ans. Tu sais, il avait quand même 3 ans plus jeune que les autres.
Puis il y a eu un blessé lors de la partie hors concours, puis Connor McDavid, il est rentré comme sa 4e ligne, puis il a fini meilleur marqueur du tournoi. Incroyable, hein? Mais tu sais, c'est ça, c'est un spécimen. Ouais. Ça veut dire que là, on a gagné la médaille d'or avec lui, puis 2 ans plus tard, on a regagné la médaille d'or avec lui. Ça veut dire que c'est un peu de la chance. J'ai pas choisi ça, mais c'est quand même un beau Ouais. parcours. Mais tu as On en été profite, là. volontaire. C'est ça. Tu sais, puis ça commence là. Si on ne sort pas de notre zone de confort, on ne vit pas ces expériences-là. Mais pour revenir à Paris, est-ce que ça a été différent pour toi, l'expérience de Paris, que ce que tu as vécu dans d'autres grands événements? Tu as fait des Coupes du Monde, notamment. Oui, j'ai fait 7 championnats du monde avec Hockey Canada dans différents pays, etc. C'est sûr que Paris, autant que c'était très beau à la télé, il y avait énormément de sécurité. C'était très bien organisé, mais c'était très, très protocolaire. Tu sais, ils vérifiaient l'ensemble. Il y avait vraiment peur qu'il arrive un attentat ou une Ouais, attaque. On ouais. ne se le cachera pas, là. C'est une réalité. Ça veut dire que, tu sais, ils vérifiaient tous nos sacs à dos à tous les jours, tout le temps. Ils vérifiaient tous les autobus, ils étaient scellés. Tous les autobus qu'on prenait étaient scellés avec des collants, avec des numéros. Dès que le collant était décollé, disons qu'on arrivait à quelque part à cause du vent, ils fermaient l'autobus, il y avait une enquête qui ouvrait. Tu sais, il avait vraiment mis ça au maximum, sécurité maximale, pour s'assurer qu'il n'arrive rien. Puis, heureusement, il n'y a rien arrivé, puis ça a été des très beaux jeux. Mais le comité organisateur, c'était très bien, il avait très, très bien organisé toute cette structure-là pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Ça a été, mais en général, tu sais, comme je vous dis, en général, c'est la quantité de gens, la quantité de différents. Tu sais, quand on faisait les championnats du monde au hockey, on était quoi, 7, 8 pays, des fois 10. Là, on parle quoi, je ne sais pas combien de pays il y avait, là, peut-être au-dessus de 90 là, dans ce coin-là. Ça veut dire que c'est pas la même organisation. Tu sais, ils ne bâtissent pas de village pour un championnat du monde. On va dans les hôtels. Ça Ah veut ouais, dire que ah ouais. c'est toutes des choses comme ça qu'il faut. C'est c'est- c'est vraiment impressionnant de voir comment toute l'organisation qu'il y a derrière ça, puis s'assurer que tout soit bien fignolé, chacun joue son rôle. Puis Puis, qu'on ne se perde pas, là, parce que dans ouais. Paris, on peut se perdre. Effectivement, puis il y a des quartiers qu'il ne faut pas aller. Ça veut dire, Ouais, vous avez appris ça aussi. Effectivement. Ouais. Puis, dis-moi, raconte-nous un peu, c'est quoi les défis, là? Tu sais, au-delà de l'intensité puis la ville, mais quand on est physiothérapeute, là, dans une compétition internationale, vous rencontrez des défis, je suis certaine. Comment on se prépare à ces défis-là? Quels sont ces défis? Ben, on a beaucoup de formations préalables. Comme je vous dis, dans le fond, préalablement, on avait des séminaires avec le Comité olympique canadien, des gens qui avaient eu beaucoup OK. d'expérience dans d'autres jeux pour pouvoir justement nous désensibiliser un peu notre stress ou notre engouement qu'on a face à ces jeux-là. C'était très bien fait de la part du Comité olympique canadien. On a même eu des formations spécifiques. Je me souviens, ça fait plusieurs années que je fais ils appellent ça des premiers répondants en sport. C'est comme des certifications de RCR ou de gestion de crise sur les terrains ou sur les sites sportifs. Mais là, on est arrivé à la fin, ça faisait 2 jours qu'on faisait une formation, on répétait les mêmes choses, on était à l'aise. Et ils nous ont sortis de la salle et on est rentré comme s'il y a une bombe qui venait de sauter dans la cérémonie d'ouverture. Puis là, il était là, gérez-vous. Mais là, tu sais, là, c'est des choses que tu sais, personne n'est habitué, personne Ben n'est prêt à non, ça. ben Ça veut non. dire que juste de nous déstabiliser, puis de voir que toute l'équipe médicale est capable de se regrouper, de se donner des rôles, voici l'ordre de priorité. Toi, tu es le leader, toi, tu vas taguer chacune des personnes. Après ça, toi, tu as ce coffre à outils-là, tu peux gérer ça. Toi, tu es bon là-dedans, toi, tu es bon là-dedans. Ça veut dire que ça a été vraiment un gros esprit d'équipe. Ça a été super intéressant à ce niveau-là. Euh, Puis, on ne se cachera pas les protocoles, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, les protocoles, puis les systèmes de santé sont différents de pays en pays. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'éducation par rapport à ça. C'est quoi les voies, comment il faut s'adapter. On arrive là-bas, bon, ben, si on a besoin d'une imagerie de radiologie, comment qu'on gère ça? Ça veut dire que voici le chemin, voici, là, il faut parler avec le comité médical de là-bas pour voir comment qu'on travaille ensemble, comment qu'on optimise Ça, le suivi. vous faites tout ça avant, là. Oui, il y a Fait que dépendamment des compétitions, c'est plus ou moins organisé. Là, c'était bien organisé, puis il y avait une coordination entre les équipes canadiennes puis l'organisation olympique, c'est ce que je comprends. Oui, effectivement. Il y avait toujours une ambulance sur place avec un système de priorisation dans leur système de santé.
Puis, ben, nous, on s'occupait de nos athlètes, mais s'il arrivait de quoi, on avait vraiment un protocole clair pour pouvoir les aider, puis faire en sorte qu'ils aient le meilleur traitement possible, là, comme s'ils étaient au Québec à ce niveau-là. Puis là, on sait que dans ton travail, là, tu travailles avec des athlètes de haut niveau, puis tu travailles aussi avec des gens comme moi, là, du public, là, des gens, je dirais pas ordinaires, mais je veux dire par rapport à l'activité physique puis au sport, on est des personnes normales. Et comment tu fais pour naviguer entre toutes ces clientèles-là? C'est qui est le plus exigeant? Ça dépend. Ça dépend, hein, j'imagine. Ça Fait que tu dépend. me donneras Parle-moi de ça. Euh, ben, vous dites normal, moi je dirais plus, vous êtes tous des humains, peu Oui, importe oui, l'âge. des humains. À la base, un humain, c'est un humain. Que vous soyez un athlète de très haute performance, vous soyez mon frère, ma soeur, peu importe, vous restez des humains. Ça veut dire que je pense que ça, c'est un des points clés que peu importe avec qui je travaille ou avec qui mes collègues travaillent, c'est important de toujours mettre l'aspect de l'humain devant nous en priorité. Puis les humains changent, les émotions changent, les moments de la vie changent, les types de blessures changent. Ça veut dire qu'un athlète, il faut s'adapter à lui. Le mot adaptation, je pense, c'est la clé vraiment d'un bon professionnel de la santé, c'est être capable de s'adapter à chacune des personnes avec qui on est devant nous. L'écouter, ça c'est un autre message de Patch Adams, c'est beaucoup d'écouter, d'essayer d'être empathique, d'essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'on peut voir 20 genoux blessés différemment, mais on a 20 cas différents finalement. Même si on tous le même type de blessure au niveau théorique, au niveau pratique, c'est différent, on va les aborder différemment, mais les athlètes, c'est le même principe. Puis les athlètes, oui, ils vivent des moments de stress, ils vivent des moments qui sont plus tranquilles, ils ont de l'école, tu sais, un athlète, ça varie comme vous, comme Ah probablement que vous oui, vivez des moments de oui, stress puis que c'est pas oui, toujours des facile. fois. Des fois. Ça veut dire que c'est un peu le même principe. Ça veut dire qu'en discutant, en essayant de voir le non-verbal, en essayant de bâtir cette relation-là de confiance, bien souvent le patient va s'ouvrir plus à nous, puis on va être capable de vraiment mettre le doigt sur le vrai bobo. Parce que souvent, je dis à mes étudiants, il y en a quelques-uns dans la salle, tu sais, c'est beau savoir toujours c'est quoi le problème, il faut trouver la source. Oui, Puis des fois, la source règle beaucoup de problèmes. oui. Ça veut dire que c'est souvent ça. Souvent, dans notre système, qu'on est très en performance, on va aller vite, tout ça. Ben, moi, j'ai la chance, des fois, avec les athlètes, de prendre un peu plus de temps, puis ça nous donne la chance d'aller chercher les vraies sources, puis de pouvoir vraiment les aider. Puis des fois, de les référer vers d'autres, parce que je suis pas, j'ai pas toutes les compétences dans mon coffre à outils, mais j'ai un bon réseau, puis des fois, je peux les aider en les référant vers les bonnes personnes pour pouvoir les aider. Écoutes-tu nos athlètes, là? Ils suivent-tu vos recommandations? Ça dépend qui. Ben, c'est comme les humains. C'est C'est ça, des c'est humains. ça. Alors, il y en a qui écoutent plus que d'autres. Et voilà, c'est ça. Mais je peux imaginer qu'un athlète ait envie de reprendre plus vite des fois, puis Oui, effectivement, l'athlète, c'est sûr que lui, dans son échelle de temps, au niveau de la saison, euh, on essaie de respecter, jouer des fois dans des petites zones grises pour pouvoir lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mais tu sais, un jeune joueur de hockey, que lui, c'est son camp de recrutement pour pouvoir aller au niveau supérieur, où des athlètes relèvent, c'est des moments super importants pour eux. C'est pas parce qu'il n'est pas aux Olympiques qu'il ne veut pas y aller lui non ben plus. Ça veut oui. dire que, ou même des gens du troisième âge qui ont des objectifs de rester en santé, de garder, par exemple, leur diabète bas, ou peu importe, essayer de s'assurer d'avoir une qualité de vie, une qualité de santé à un bon niveau, ben, c'est super important. Ça veut dire qu'il faut juste s'adapter en fonction des objectifs de chacun. Il y en a que le temps, l'échelle de temps est plus important, puis d'autres moins. Ça veut dire on s'adapte. Oui, ben, en fait, tu sais, là, on commence à voir le lien entre ben, tes valeurs à toi, mais Patch Adams, puis la perspective que tu as face à chaque personne qui se présente devant toi. Dans le plan institutionnel 2023-2028 à l'Université Laval, on a identifié des conditions de succès pour s'affirmer comme université d'impact. C'était important pour nous. Je pense que c'est dans notre ADN, on l'a reconnu, puis être plus affirmé par rapport à ça. Puis, dans les conditions de succès, on a placé l'innovation, entre autres, puis l'interdisciplinarité comme étant particulièrement importante pour faire des choses qu'on ne ferait pas normalement.
quand on regarde comment la clinique du PEPS s'est développée, on a l'impression qu'on partage cette vision-là. Parle-nous donc de la démarche, de l'approche, comment ça s'est construit au fil du temps? Bien, il y a deux parties à la clinique du PEPS. Dans le fond, quand on a voulu partir de la clinique du PEPS, on s'est assis, puis on avait deux buts. Le premier but, c'était vraiment d'offrir un niveau d'excellence au niveau des athlètes de la région. Ça veut dire qu'on voulait que, quand on est autour de la table avec les différents joueurs, on s'est dit, qu'est-ce que vous avez vu ailleurs qui, par exemple, je sais pas moi, la clinique du Canadien de Montréal, après ça, au Qatar, comment c'était, quand tu es allé en Europe, qu'est-ce que vous avez vu qu'on n'a pas ici à Québec, qu'on pourrait atteindre un autre niveau? C'est-à-dire qu'on a essayé de dessiner un plan où est-ce qu'on se disait, ben l'athlète qui de l'Est du Québec, qu'il soit de la Ligue nationale de hockey, qu'il soit de la NFL, qu'il soit du Rouge et Or, qu'il soit de l'athlète relève, l'athlète paralympique, quand ils viennent chez nous, comment qu'on peut l'aider puis lui offrir le meilleur service possible avec le réseau qu'on a à Québec, parce qu'on a beaucoup d'excellents spécialistes, des gens avec des très hauts niveaux de connaissances qui peuvent nous aider à ce niveau-là. On a dessiné cette partie-là, mais on n'a pas un bassin pour faire en sorte qu'on vire à temps plein avec l'ensemble des professionnels à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on s'est attardé maintenant à une situation qu'on voit dans notre système de santé. Vous faites toute partie de tous des Québécois probablement ici, ou presque. Et notre système de santé est excellent pour lorsque vous faites, je ne sais pas, un AVC, vous avez un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, vous allez arriver à l'urgence. On a un excellent système à ce niveau-là, une excellente prise en charge, puis honnêtement, bravo. On est très bien optimisé à ce niveau-là. Sauf que, par exemple, je vous prends vous jouez au water polo, vous recommencez, puis vous vous blessez à votre genou à un ménisque, par exemple. OK? Par exemple. Par exemple. C'est peut-être vrai, je ne sais pas, là, c'est casté. Mais, par exemple, vous vous blessez à votre genou. Puis là, vous faites, bon, ben, je vais aller voir mon médecin de famille. Le médecin de famille évalue, oui, vous avez une blessure au ménisque, mais on va vous faire voir un orthopédiste. Ça veut dire que là, vous tombez sur une liste d'attente qui peut prendre des fois quelques mois, même quelques années. Ça peut être très long. Mais dans la population en général, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de gens qui sont pas urgents pour le système de santé vont tomber dans une phase qui est un peu d'attente. Puis des fois, l'attente, elle peut être longue. On s'entend, on ne se le cachera pas. Là, je vois des têtes qui hochent. Là. Sûrement qu'on a quelques cas dans la salle. Mais le temps peut être long. Puis, naturellement, ce qu'on fait quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire nos activités sportives, on sédentarise, on prend des mauvaises habitudes. Des fois, on commence à manger un peu plus, une fondue le samedi soir, etc. Puis, ça fait en sorte qu'avec le temps, on peut développer d'autres problèmes de santé. On parle du diabète, on parle de l'hypertension, on parle de ci. Puis ça, c'est des problématiques de santé qui souvent peuvent devenir irréversibles. Puis là, ben ça pèse énormément sur notre système de santé parce que si on les avait pris au départ, on aurait pu ramener probablement, vous donner des exercices, vous aider en collaboration éventuellement avec l'orthopédiste, en diminuant la liste d'attente, en sortant ces gens-là de la liste d'attente, puis en les ramenant dans la société avec des saines habitudes de vie, ce qu'on appelle justement la santé durable, bien faire en sorte qu'on peut diminuer notre liste d'attente pour ceux qui ont vraiment besoin de voir les spécialistes et de faire en sorte qu'on ramène ces gens-là dans un mode actif dans la société. Ces gens-là actifs, quand ils vont vieillir, peu importe votre âge, ben, vous allez être plus impliqués, vous allez faire du bénévolat, vous allez aider votre famille, vos petits-enfants, vous allez, etc. Ça veut dire que ça, c'est notre deuxième vision qui est de santé durable, qui va directement en lien avec, votre planification avec la planification stratégique de l'université. C'est ça qu'on essaie de développer depuis maintenant 6 ans. On a une pandémie qui nous a ralenti un peu, mais bon, on continue d'évoluer à ce niveau-là, puis on veut l'amener à un autre niveau, beaucoup en modèle préventif et faire en sorte qu'on ait une population vraiment plus active avec des saines habitudes de vie. Puis en même temps, ça va nous permettre d'économiser sur notre système de santé et d'optimiser tous nos soins à ce niveau-là. Oui, puis de montrer qu'il y a d'autres façons de faire, puis d'accompagner les gens dans leur santé, dans le maintien d'une bonne santé, puis de bonnes habitudes de vie. Très clairement, je pense qu'à l'université, il y a une grande fierté associée à cette vision d'une santé durable avec le travail que les gens font dans tous les secteurs pour mettre ou fournir plus de connaissances en lien avec la prévention, en lien avec les saines habitudes de vie, mais aussi quand on voit la clinique maintenant
qui a une approche un peu plus holistique, hein, ce qu'on pourrait trouver dans notre système. Tout à l'heure, tu parlais de silos. Tu me disais, ben, une des choses qu'on essaie de faire, nous, c'est de ne pas travailler en silo, mettre les professionnels ensemble, puis d'accélérer les regards croisés. Effectivement, tu sais, si on prend plus au niveau du campus, on essaie de briser les silos entre tu sais, le PEPS avec les différentes facultés, on crée des relations avec différents services sur le campus, mais aussi à l'extérieur avec les différents spécialistes, avec les différents hôpitaux, les différents centres, les différentes organisations sportives aussi, pour faire en sorte de créer un vortex positif à ce niveau-là. Puis c'est un modèle qui est assez unique, la clinique du PEPS au niveau du Canada. On a pris différents modèles qui existent ailleurs, dans d'autres universités au niveau américain, au niveau de l'Europe, etc. Puis on les a mélangés pour trouver un équilibre budgétaire, bien sûr, pour avoir une pérennité du projet. André est content. Ouais. Mais aussi d'amener un aspect nouveau où est-ce qu'il y a beaucoup de multidisciplinarité au sein de la clinique. Tu sais, au sein de la clinique, on a au-dessus de 50 professionnels qui travaillent dans la clinique à temps partiel, à temps plein, dont de 14 différents types de professions. Puis ce qui est le fun, c'est que les professionnels peuvent butiner entre les bureaux pour pouvoir discuter, apprendre. On fait 2 colloques par année où est-ce qu'on apprend de chacun. Puis aussi, ça permet, justement, quand j'ai un patient dans mon bureau, puis là, je me dis, j'ai atteint mes limites comme professionnel, bien, peut-être que la porte d'à côté pourrait mieux l'aider à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on est capable de créer une communication, puis de développer cet aspect-là, puis de travailler mieux en équipe, toujours dans le but de mettre le patient au centre, puis de l'aider autour à ce niveau-là. Récemment, je te partageais ça tout à l'heure, je le partageais avec l'audience. Récemment, je cherchais de l'information sur le PEPS. Puis je suis tombée sur des annonces quand le nouveau pavillon a été construit, puis pourquoi il a été construit, puis c'était quoi les valeurs derrière tout ça. Puis ça m'a vraiment inspirée parce que à ce moment-là, là, quand on a construit la première partie du pavillon, de l'infrastructure, de nos infrastructures sportives, il y avait, oui, bien entendu, de pouvoir accompagner des équipes sportives de plus haut niveau, mais il y avait vraiment une volonté de contribuer à ce qu'aujourd'hui on appelle la santé durable. Alors, on parlait déjà du fait que cette infrastructure avec son personnel allait pouvoir permettre à un plus grand nombre de personnes, à la fois sur le campus, mais dans la ville de Québec, de bouger, de faire de l'activité physique. Ça allait permettre aussi de créer un lieu commun de rencontre, de socialisation qui était important à l'époque sur les campus universitaires parce que l'enseignement était plus traditionnel. Hein? On s'assoyait dans la salle, on écoutait, puis on allait à notre autre cours, mais il n'y avait pas tant d'activités autour. Puis tout ça me faisait réfléchir à toute notre évolution. Puis il y avait aussi, on faisait référence au fait qu'à l'Université Laval, on avait été la première université à intégrer dans l'espace sportif des professeurs, des activités de recherche, d'avoir créé cette proximité-là. Et là, on arrive avec une clinique qui, elle aussi, a cherché à être précurseur, hein, se projeter en avant, puis aller chercher le meilleur de ce qu'il y a, puis d'essayer de s'inscrire dans cette innovation-là, dans ces valeurs-là. Alors, je peux juste vous dire qu'à travers le temps, il y a une cohérence. Puis probablement beaucoup basé sur ce que tu as décrit d'entrée de jeu, les valeurs qu'on partage, puis qui ont inspiré les grands développements ici. Aujourd'hui, on a pas un club, mais des clubs rouge et or extraordinaires, un environnement pour les étudiants athlètes. Moi, ça devrait être les étudiants qui le disent, mais moi, là, je regarde ça, puis c'est assez extraordinaire. Nos étudiants athlètes, ils performent, ils réussissent leurs études. C'est quand même quelque chose de très important. Est-ce qu'ils ont influencé la conception de la clinique, la gestion? Est-ce que le fait d'avoir quand même, c'est quoi? C'est 400 étudiants, André, à peu près? 500 étudiants athlètes. Est-ce que vous travaillez quand même en proximité?
Oui, vraiment. Ben, la clinique du PEPS, ce que vous voyez quand vous rentrez au PEPS, il y a la clinique du PEPS où ce que monsieur, madame, tout le monde va aller ou aussi des athlètes de haut niveau vont consulter. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a deux autres cliniques au deuxième sous-sol Ah aussi en non, c'est bas. pas ça, c'est vrai. C'est qu'il y a la clinique justement des étudiants athlètes. Il y en a une au OK. football parce qu'on a quand même 100 athlètes. C'est très, ça bouge beaucoup, mais on a l'autre clinique où est-ce qu'on voit au-dessus des 400 autres athlètes qui vont graviter à ce niveau-là. On a vraiment une structure avec des médecins, des physiothérapeutes qui sont sur place, avec des kinésiologues aussi, puis il gravite aussi des psychologues avec des nutritionnistes aussi qui viennent aider. On essaie de diversifier. On a intégré cette année ce qu'on appelle le modèle d'équipe intégrée. L'équipe intégrée, c'est justement un regroupement de professionnels de la santé de différentes professions qui permettent de se rassembler avec les entraîneurs puis d'optimiser au maximum. Un peu comme on voit avec les équipes nationales, dans le fond, au niveau, on a pris ça des équipes nationales au niveau olympique, puis d'essayer d'intégrer ça dans chacun des clubs rouges et or. On est en projet pilote présentement. C'est vraiment un beau projet. On intègre, comme vous avez parlé, beaucoup au niveau de l'enseignement. Euh, on a au-dessus de 80 stages qui viennent à la clinique du PEPS et au niveau des équipes rouges et or par année. Ah oui, Euh, OK. Des qui- stages d'étudiants de D'étudiants en l'Université Laval? physiothérapie, en médecine, en kinésiologie, en nutrition. On a des étudiants à la maîtrise, au doctorat, dans différentes facultés. Puis ils viennent tous. C'est des stages qui sont très prisés. C'est des gens qui, beaucoup d'étudiants appliquent sur ces stages-là. Je comprends. Puis, sans compter toute la structure d'étudiants soigneurs qu'on a mis en place, parce qu'il y a des étudiants qui gravitent au niveau de leur deuxième puis de leur troisième année. On parle au-dessus d'une trentaine d'étudiants en physiothérapie qui viennent aussi aider, mais qui apprennent à travers tout ça, qui vont chercher toutes les valeurs, puis après ça, qui repartent dans leur milieu au niveau professionnel, puis qui vont répandre, dans le fond, un peu cette énergie-là, cette culture-là, très familiale, où est-ce qu'on met ça en place, puis qu'on peut Ça, c'est bâtir. géré par la clinique, Ouais, par toi, sous ouais, ton leadership. c'est ça. Ah, mais c'est quand même impressionnant, hein? C'est vraiment impressionnant. Puis là, on a eu l'idée, hein, à l'université, d'attirer, de faire vibrer le campus. Puis il y a des grands événements qui se passent. Puis j'ai compris que vous aviez joué un rôle important lors du grand défi Pierre Lavoie. Mhm. Parle-moi Ouais. de ça. Ben, on était sur place, dans le fond, pour offrir toutes les activités sportives ou événements qui sont sur le campus. À la demande, on est capable de fournir des services médicaux, des services de premiers soins surtout, répondre aux besoins. Il y a dépendamment de la demande du demandeur, on peut s'adapter et puis s'assurer qu'il y a une sécurité au niveau des événements, puis d'être proactif dépendamment des activités. On parle, exemple, du 10 km UL, ben, on fait de l'animation, on fait des réchauffements, on est là pour aider les gens, leur montrer des saines habitudes de vie qu'ils peuvent ramener par la suite chez eux puis d'être impliqués à ce niveau-là. On participe à des événements sportifs de plus haut niveau, mais si vous vous promenez au PEPS, vous allez voir que oui, on croise des athlètes, mais c'est beaucoup des gens de la Ah population ouais. générale qui sont là de tous les âges, des camps en sport, des plus jeunes, des gens du troisième âge, etc. Puis nous, on s'implique, on a parti un club de course pour débutants pour leur expliquer les bonnes Faut pas qu'ils se pratiques, blessent pour après. pas qu'ils se blessent en Oui, c'est commençant une non bonne plus. idée. Ça veut dire que c'est toutes des choses qu'on essaie de mettre en place, puis je pense que l'avenir va faire en sorte qu'on va être capable de développer de plus en plus de projets innovateurs qui rendent un service à la population, puis en même temps, ben, on est capable de servir les athlètes de haut niveau. Oui, oui, mais on le voit pas, on l'apprécie parce que vous êtes vraiment dans l'université, avec l'université, puis on le voit de différentes façons. C'est vraiment une grande valeur ajoutée pour nous tous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la clinique? C'est quoi? Là, c'est le temps, là, le vice-recteur exécutif est là. L'avenir de la clinique, on fait quoi, là? Ah, des idées, j'en ai. Mais bon. Mais non, mais présentement, on essaie de bien stabiliser notre modèle parce que c'est un modèle qui est nouveau. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de modèles extérieurs sur quoi on peut se Ouais. baser. Ça veut dire qu'on veut le stabiliser à certains endroits. On est en train de finaliser deux grands projets, justement. On est en discussion aussi avec le ministère, le CI3L de la capitale nationale pour pouvoir rendre un meilleur service à la population générale. On est en train de le définir parce qu'encore une fois, c'est nouveau dans le système. Mais quand on parle d'innovation, ça fait partie des nouvelles choses. On est les seuls au Québec qui bâtissent ce projet-là. Mais on a une très belle ouverture, de l'écoute de la part des dirigeants. Ça veut dire qu'on veut mettre l'emphase là-dessus dans les prochains mois. Puis après, bon, on regardera c'est quoi les autres
beaux projets qui peuvent s'en venir, mais je vous garde la surprise. C'est excellent, c'est excellent. Pour terminer, pour nos étudiants et étudiantes, là, puis il y en a quelques-uns, quelques-unes dans la salle, ce serait quoi tes conseils pour eux? Bonne question. On a parlé déjà, Un petit peu, savoir ouais. s'adapter, les différents clients, les différentes organisations. Si vous êtes trop rigide, c'est difficile. Après ça, faites ce que vous aimez, soyez passionné dans ce que vous faites, c'est toujours contagieux à ce niveau-là. Puis, osez. Si tu attends que le train passe, il ne passera peut-être jamais, mais des fois, quand tu cognes, il y a des limousines qui arrivent, puis tu as le choix d'embarquer, tu n'embarques pas. Puis des fois, ben, on se lance dans le vide, mais ça amène C'est des ça. belles choses, puis on rencontre des gens extraordinaires. Puis si j'avais jamais envoyé, je me souviens, ma première année en physiothérapie, je parlais pas beaucoup anglais, puis avec ma coloc, on a écrit une lettre, on a envoyé à Patch Adams, puis il m'a réécrit, puis ça a parti comme ça, puis ça a déboulé. Incroyable. J'ai appris mon anglais par la suite, mais bon. Mais ça a été, c'est ça. Ça veut dire que si on C'est n'essaye ça. pas dans la vie, on n'arrive à rien. Ça veut dire qu'on essaye, puis des fois, ça nous apporte des belles choses. Extraordinaire. Ben, oui, on peut applaudir.